Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous le Grand Témoin. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marc Grémy, qui est président du CLUSIF. Jean-Marc Grémy, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir pour cette interview. Alors, le CLUSIF, nos lecteurs connaissent bien, mais est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots, le CLUSIF en 2021, c'est quoi ? Alors, le CLUSIF en 2021, c'est une association qui est à l'aube de ses 30 ans, puisqu'elle a été constituée en 1992 de la volonté des assureurs. Je reviens sur cette histoire, mais elle est importante parce qu'à l'époque, les assureurs cherchaient à mesurer un petit peu le risque immatériel. Le risque matériel, on savait le mesurer depuis longtemps dans le dommage, mais le risque immatériel, on connaissait pas encore la capacité de mesurer en fait les effets d'un incident ou d'un sinistre, comme on les évoquait à l'époque. Et donc, on est né de cette volonté. Cette volonté a permis dès le début de regrouper autour d'une même table des gens qui avaient des intérêts communs, à la fois des utilisateurs, essentiellement dans le monde de l'assurance, de la banque, de la finance, qui étaient les grands consommateurs d'informatique de l'époque, et puis aussi tous ceux qui offraient et qui allaient répondre, qui allaient apporter des éléments de sécurité, de sécurité de l'information, sécurité informatique déjà à l'époque, et puis au fil des années, nous nous sommes transformés pour devenir une association alors très ouverte sur notre monde contemporain, à l'écoute de l'évolution des problématiques de la sécurité de l'information, de la sécurité des systèmes d'information, et puis maintenant au-delà de ce néologisme qui est devenu la cybersécurité, qui est d'ailleurs ancré dans notre jargon et notre langage quotidien, donc le CLUSIF est ce que j'ai l'habitude d'appeler un endroit où on retrouve les faiseurs de la cybersécurité maintenant, donc des RSSI, des DSI, des responsables informatiques, des ingénieurs informatiques d'entreprise, des ingénieurs sécurité, et puis à côté d'eux et avec eux, nous allons retrouver des entreprises, des sociétés de services, des sociétés de conseil, des éditeurs logiciels, des constructeurs, bref, des industriels, des gens qui sont plutôt des offreurs, mais cette espèce de merge entre les utilisateurs et les offreurs font aujourd'hui ce que j'appelle les faiseurs de la cybersécurité, les faiseurs de la sécurité de l'information. Et notre principale vocation, c'est d'animer des groupes de travail, des espaces de réflexion pour produire des livrables qui sont totalement neutres et complètement indépendants des industriels et peut-être porteurs de courants de pensée, on va dire ça comme ça. Et le CLUSIF en 2021 est dans une démarche de rejoindre le campus cyber, d'ailleurs dans cette démarche nationale voulue par le Premier ministre auquel nous avons adhéré d'une part, et puis nous sommes aussi dans une démarche de reconnaissance d'utilité publique, puisque depuis 30 ans on vient régulièrement voir le CLUSIF, on nous sollicite en dehors des travaux que nous menons spontanément, on nous sollicite pour participer à des travaux, je ne veux pas dire d'intérêt généraux, mais quasiment, donc on est dans cette démarche-là aujourd'hui. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque l'actualité, je dirais, s'y prête, malheureusement. On va parler du ransomware. Il y a eu les événements de l'hôpital de Dax, puis plus récemment Villefranche-sur-Saône. Qu'est-ce que ça vous inspire ? La question, évidemment, à 1000 euros, c'est est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il faut pas payer ? Mais je dirais plus généralement, quelles sont les mesures de protection qu'il convient de faire, et est-ce que vous pensez que ça va continuer à se développer à un rythme qui commence à devenir extrêmement inquiétant ? Alors, trois parties de votre question, cela dit très intéressantes pour les gens qui vont nous écouter. Est-ce qu'il faut payer ou pas les rançons ? Bien sûr non, on ne paye pas les rançons, on n'a jamais aucune garantie de récupérer quoi que ce soit en payant les rançons. Vous l'avez vu, les actions judiciaires en ce moment sont quand même assez fructueuses, on peut dire ça, y compris dans un contexte international, et surtout dans un contexte international. Donc payer une rançon, c'est peut-être caresser l'espoir de récupérer quelque chose que vous ne récupérerez pas parce que les forces de l'ordre auront mis à mal les systèmes informatiques, puisque malheureusement ces groupes criminels utilisent aussi des systèmes informatiques pour pouvoir stocker et éventuellement rendre des clés de chiffrement. Donc ne surtout pas payer les rançons, parce que en plus payer une rançon, vous entretenez le cybercrime, au-delà de ne pas avoir d'assurance ou quoi que ce soit, vous entretenez l'idée que il faille payer, et donc vous avez l'espoir de récupérer quelque chose que vous ne récupérerez peut-être pas. Alors, je mets un conditionnel, mais peut-être pas. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui est moins visible aujourd'hui. Alors, c'est peut-être moins vrai pour nos hôpitaux, mais pour nos grandes entreprises internationales, payer des rançons, c'est aussi se mettre en difficulté vis-à-vis de certaines juridictions. Je pense à des juridictions américaines, par exemple. Alors, voilà, ça c'est la partie payer les rançons.
Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va se prolonger, ce type d'attaque? Oui, je pense que malheureusement les cybercriminels ont bien compris que ça permettait d'avoir une forme de source de revenus pour alimenter d'autres types de crimes, de la traite d'êtres humains, de produits stupéfiants, de drogue, etc. Donc c'est une source de revenus pour eux qui vont leur permettre de financer aussi ce genre d'action. Et peut-être des choses beaucoup plus graves. Moi, je veux pas rentrer sur ce plan un peu anxiogène, mais pourquoi pas aussi ces aspects de groupes terroristes qu'on connaît maintenant depuis très longtemps. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? C'est l'épineuse question. La question elle est bien sûr, comme on le vit en ce moment, utiliser les gestes barrières dans le domaine du numérique. Alors, le guide d'hygiène de l'ANSSI qui est paru en 2012, qui a été remis à jour il y a quelque temps, me paraît un bon point de départ pour pouvoir avoir déjà une feuille de route en interne dans son entreprise, pour savoir quelles sont les bonnes pratiques de sécurité, celles qui vont nous permettre de limiter notre surface d'exposition à ce type de menaces. Le directeur général de l'ANSSI, Emmanuel Germain, qui était aux commandes de ce poste il y a quelques mois, nous disait que lors d'une intervention dans un panorama de la cybercriminalité, nous disait que globalement, 80% peut-être des incidents de sécurité traités par l'ANSSI auraient sans doute pu être évités, on met toujours des conditionnels, mais auraient sans doute pu être évités dans les entreprises si le guide d'hygiène de l'ANSSI avait été appliqué. C'est le bon sens, on va dire, comme disait mon grand-père, le bon sens paysan était appliqué. On ne demande pas de faire des choses extraordinaires, des choses très compliquées, des choses très complexes, très coûteuses, mais ne serait-ce que d'appliquer des bonnes pratiques de sécurité, des configurations déjà existantes dans les outils, dans les plateformes informatiques, les logiciels, les progiciels, les ordinateurs sur les postes de travail, sensibiliser nos collaborateurs. Je pense que le président Macron y a fait largement allusion hier. On peut tous devenir le maillon fort de la cybersécurité, au-delà des nécessaires investissements et de repenser peut-être aussi nos architectures d'entreprise pour à la fois continuer de limiter les intrusions, d'empêcher les intrusions grâce à ces bonnes pratiques, mais aussi, et c'est pas un aveu d'échec de le dire, mais c'est peut-être un aveu de lucidité de notre part, puisque nous le voyons assez régulièrement au Clusif, à travers les échanges que nous avons entre professionnels, mais c'est aussi demain d'empêcher celui qui a réussi à rentrer par une porte que nous n'avions pas forcément entrevue comme étant toujours un petit peu ouverte ou qu'il a pu se glisser dans un interstice que nous n'avons pas vu forcément. Je ne nous affranchis pas de certaines failles de sécurité, mais malheureusement on ne voit pas forcément tout. Mais c'est d'être aussi dans cette dynamique de se dire maintenant qu'il est rentré, on va l'empêcher de ressortir. Donc c'est une combinaison d'actions qu'il va falloir mener conjointement dans l'entreprise avec l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir identifier la menace, comprendre les marqueurs de cette menace quand elle est présente, quand elle s'intéresse à nous et dans le domaine du ransomware, vous l'évoquiez dans le domaine de la santé, les hôpitaux en particulier et en France en particulier. Alors bon, je discute pas avec notre ministre des affaires étrangères. Je ne sais pas quel est l'état de la situation aujourd'hui diplomatique, mais il s'avère que beaucoup de gens, beaucoup de groupes criminels s'intéressent à la France. Alors, sans doute, les capacités de la France de faire des investissements importants, de soutenir son économie avec les différents plans, dont le plan de relance, suscitent peut-être de l'intérêt chez les cybercriminels en se disant, la France ne laissera pas tomber ses hôpitaux, donc la France paiera les rançons pour les hôpitaux. Ce qui est, encore une fois, je reviens au premier élément de réponse, c'est jamais une bonne idée. Très bien. Alors justement, vous avez mentionné Emmanuel Macron. Il se trouve qu'il a fait l'annonce de son plan de cybersécurité. D'ailleurs, on peut se demander si cette annonce n'a pas été avancée en raison de l'actualité, mais enfin peu importe. Est-ce que nous, on en a fait une présentation rapide dans notre revue de l'actualité. Je suppose que vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. Est-ce que, à votre avis, enfin de votre point de vue, ce plan est à la hauteur des enjeux, si je puis dire? Alors, écoutez, j'ai écouté attentivement le président Macron hier, puisque c'était quand même pour nous, pour notre secteur d'activité, et puis du coup, au-delà de notre secteur d'activité, pour l'ensemble de la population, de nos citoyens de France et d'outre-mer, ça a été un moment important, les annonces. Alors moi j'interprète les annonces du président Macron un peu dans la continuité de ce qui avait été fait en 2015 avec le président Hollande et le Premier ministre Manuel Valls, quand je dirais la première stratégie de sécurité du numérique a été mise au point, a été rendue publique, elle a été présentée par le Premier ministre lui-même et le secrétaire d'État au numérique à l'époque,
Monsieur Majoubi. Donc ça a été déjà un temps fort à l'époque. Donc c'était une feuille de route, si je puis dire. Là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, alors 6 ans plus tard, très probablement, et vous l'avez souligné, bon, je fais pas de politique, mais que le temps politique est ce qu'il est, l'agenda est ce qu'il est aussi, et malheureusement ou heureusement d'ailleurs, qui se nourrit aussi, qui se cale aussi sur les événements. Alors c'est pas la réaction à chaud et c'est pas envoyer de l'argent n'importe où. Ça a été fait de façon coordonnée avec les services de l'État, avec les principaux intéressés. Enfin, le président Macron a évoqué à plusieurs reprises dans son discours hier la présence de la NSSI, notre agence nationale de cybersécurité. Oui, même moi j'utilise le terme cybersécurité pour remplacer le SSI de l'ANSSI. Mais donc je pense que ce plan ce plan d'investissement qui s'inscrit dans le plan de relance lié aux problèmes économiques engendrés par la pandémie, pour moi je le vois comme étant finalement le financement de la feuille de route écrite en 2015 par le Premier ministre Valls de l'époque, et qui va alors à la fois à travers des investissements publics, puisque on a entendu parler de 720 millions d'investissements publics et d'investissements privés, donc un peu plus de 300 millions d'investissements privés pour donner un petit coup de boost à cette filière de la cybersécurité qui a besoin d'être soutenue à la fois par la commande de l'État, par les investissements de l'État dans la recherche et le développement, dans l'incitation, dans des incitations financières au recrutement, à l'amélioration aussi des cursus et des filières de cybersécurité pour qu'on ait certes qu'on ait des thésards et des doctorants en cybersécurité, qu'on ait des masters en cybersécurité, mais qu'on ait demain des bac+2 en cybersécurité, des diplômes qualifiés, même de personnes qui sont peut-être tout juste au niveau du bac, mais on a besoin de tout le monde, on a besoin de beaucoup de bras dans le domaine de la cybersécurité. Si vous voulez, la cybersécurité est à un niveau où étaient les télécoms dans les années 60. Si vous voulez, que les télécoms se sont développés, le plan calcul a été mis en place à l'époque par le général de Gaulle. Donc il a fallu donner un essor important à l'investissement en France, à l'informatique et aux télécoms. Aujourd'hui, on est dans cette situation de faire ces investissements. Alors bien sûr, le privé doit ouvrir aussi son portefeuille. Nous, on est une association, on va aussi contribuer à la hauteur de ce qu'on peut faire à ces efforts d'investissement. On rejoint le campus cyber pour pouvoir mettre en commun un certain nombre de moyens, alors du jus de cerveau, nous, pour l'essentiel, moins financier, bien évidemment. Alors, j'allais dire malheureusement, mais on est une association, on a des moyens limités, mais au moins des moyens humains. Et donc ce plan annoncé par le président Macron, pour moi est vraiment salutaire. Alors je mets de côté la filière industrielle, parce que c'est peut-être moins mon sujet de préoccupation, mais moi il y a un point qui m'a intéressé dans la stratégie qui a été évoquée hier, qui a été décrite après par la NSSI, c'est surtout l'augmentation. Ce qui a retenu l'augmentation en tant que président du CLUSIF, c'est l'augmentation de la culture de la cybersécurité. Le président a utilisé un terme que j'utilise assez souvent dans mes interventions, c'est l'acculturation. Il faut effectivement acculturer les gens à la cybersécurité. Il faut en parler. Alors, merci les médias, merci la presse. Vous nous aidez à véhiculer ces messages forts. On voit régulièrement des experts sur un certain nombre de plateaux de télé qui arrivent, bon an mal an, à vulgariser, sans tomber dans des lieux communs, mais à vulgariser un petit peu la chose, la matière cybersécurité. Et je pense que ça fait prendre conscience à nos dirigeants d'entreprise, à nos DSI, que la cybersécurité, ça devient quelque chose d'important. L'anecdote finalement pour le président Macron, c'est, pour revenir et faire un lien, c'est le passage de témoin entre le président Hollande et le président Macron. Vous vous en souvenez sans doute en mai 2017, un grand média télévisé, le journal de 13h sur TF1, ouvre non pas sur le passage de témoin entre les deux présidents, mais ouvre sur une cyberattaque mondiale qui a coûté à l'économie mondiale, à des entreprises, plusieurs milliards. On parlait de 2 ou 3 milliards de dollars à l'époque. Donc on voit que cette nécessité de se remobiliser sur ce sujet au plus haut niveau de l'État, c'était devenu nécessaire, et on n'aurait pas compris, personne, je pense, n'aurait compris que notre président, que les pouvoirs soient restés dans une forme de mutisme en n'écoutant pas, en n'intervenant pas suite à ce qui se passe dans nos hôpitaux, dans une situation qui est quand même relativement dramatique. On n'oublie pas non plus que toutes les mesures sanitaires prises par le gouvernement depuis maintenant plus d'1 an, on pense au confinement, on pense aux restrictions de liberté avec les couvre-feux, avec la fermeture de magasins et d'enseignes commerciales, etc. Je ne fais pas de polémique ni de débat sur ces sujets-là, mais on a bien compris que c'était à la fois pour protéger notre population, nos citoyens, mais c'était aussi pour protéger notre système hospitalier. Donc, quoi de plus naturel que d'aller dans ce domaine-là. L'hôpital est en souffrance de moyens financiers. Encore une fois, je ne fais pas de politique, c'est des constats, c'est ce que j'écoute, c'est ce que j'entends, mais il faut les soutenir. Donc, cet investissement était nécessaire. Et on voit d'ailleurs les réactions de l'industrie depuis hier sur les réseaux sociaux, sur les Twitter, sur les plateformes de partage d'informations. On voit que
tout le monde est très content de cette chose-là. Certes, les gens vont gagner de l'argent puisque cet investissement, c'est pas l'investissement à fond perdu, hein, ça va aller vers des prestataires de services, vers des prestataires locaux, informatique, sécurité, cyber, de sécurité physique même, pourquoi pas, en espérant que les forces de l'ordre aient aussi une dotation pour augmenter leur capacité d'enquête, leur capacité sur le terrain, leur capacité pour la justice, de juger, peut-être d'avoir des systèmes de comparution immédiate pour des gens qui sont pris la main dans le sac, si je puis dire, si on arrive à les attraper, parce qu'il y a aussi des cybercriminels en France, etc. Donc, non, je pense que ce plan de relance, alors à voir sa mise en exécution, on voit qu'Annecy a une dotation financière de plusieurs dizaines de millions, de 130 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons, pour pouvoir accompagner les collectivités territoriales dans de la proximité, dans de la réponse à incident, et puis réponse à incident, encore une fois, on répond à un incident, mais aussi dans la protection, dans l'anticipation du crime. Et ça, je pense que c'était une excellente nouvelle. Maintenant, il nous reste à voir comment ça va se mettre en œuvre, parce que malheureusement, on sait aussi qu'en France, on est capable, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais on est aussi capable de faire des annonces, de mettre de l'argent sur la table, hein, souvenez-vous du cloud computing il y a quelques années, les 250 millions d'euros partis en fumée, alors je ne fais de procès à personne ici, et pas à des industriels, mais et je ne connais pas les dessous de ces dossiers-là, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais à la fois en tant qu'observateur, en tant qu'acteur aussi du monde de l'informatique et de la cyber en particulier, on a vu qu'effectivement, ça n'avait pas été successful, les fameux clouds souverains, ben, ils n'existent pas. Alors, je dirais même que je reprendrai ce que vous avez apporté comme élément en disant que la cybersécurité était un peu aller au niveau de ce que c'était l'informatique au moment et informatique et télécom au moment du plan calcul. Bon, j'espère que ce plan cybersécurité aura un meilleur succès que ce qu'a pu connaître le plan calcul. Mais enfin, fermons la parenthèse. Si je reprends la conclusion de votre conférence, la Panocrime, qui a été faite par Jérôme Billois, il y a deux éléments que je voudrais aborder avec vous. Le premier, c'est, déjà, il avance l'idée que il faut faire attention à ce que le ransomware ne masque pas tout ce qu'il peut y avoir par ailleurs. Et ce par ailleurs est extrêmement large, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'attaques différentes du ransomware qui sont un peu masquées par ces phénomènes-là. Et donc, il y en a deux que je voudrais aborder avec vous. La première, c'est ce qu'on appelle l'attaque liée à des événements. Alors, quand je dis événements, c'est les grands événements mondiaux, style Jeux Olympiques cet été, c'est style élections, donc il va y avoir les régionales. Bon, les régionales, c'est peut-être pas très mobilisateur pour les hackers, mais il va y avoir les présidentielles l'année prochaine. Et est-ce que vous pensez que maintenant, à chaque fois qu'il va y avoir un grand événement de ce type-là, le volet sécurité va devenir, je dirais, de plus en plus important? Alors, les deux points que vous venez d'évoquer sont quand même pour moi assez liés. Permettez-moi de revenir juste sur le premier, peut-être, alors sans rentrer dans les éléments très techniques ici, mais on a tendance à imaginer que le ransomware tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il est devenu maintenant depuis quelques mois, pour pas dire quelques années, parce qu'effectivement les premiers ransomware c'était on va chiffrer l'ensemble de vos systèmes d'information, on va détruire ou bloquer vos sauvegardes et on va vous demander une rançon et si vous ne payez pas, ben vous avez tout perdu et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, excusez-moi de cette expression un peu, mais c'est un peu l'idée. Il y a quand même une évolution relativement majeure depuis quelques temps maintenant avec les ransomware. C'est non seulement, c'est un peu la double peine, hein. C'est un peu, on va chiffrer vos données sur vos serveurs, vos postes de travail, on va détruire vos sauvegardes, vos librairies de sauvegarde, etc. Enfin, je rentre pas dans tous ces détails-là, mais c'est un des objectifs. Mais n'oublions pas que dans le protocole, si je puis parler ainsi, de l'attaque, il y a d'abord l'exfiltration de données. Le pirate informatique alors, je peux en parler malheureusement parce que je l'ai vécu à titre personnel puisque au-delà d'être le président du PLUSIP, j'ai aussi une fonction, j'ai aussi un métier. Je dis toujours malheureusement. C'est une fonction tellement passionnante que j'aimerais pouvoir l'exercer à temps plein. D'ailleurs, je l'exerce peut-être à temps plein, des fois peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. C'est la passion qui m'anime. Il faut être passionné et engagé pour pouvoir faire ce travail-là. Mais on voit que d'abord le pirate informatique ou les pirates, on va dire, vont commencer par exfiltrer des données. Donc, ils naviguent dans votre réseau pour aller chercher de l'information qui vont les intéresser, information financière, information de recherche et développement, commerciale, etc. Ils prennent ces informations, ils les exfiltrent, et après, ils chiffrent l'ensemble de vos systèmes et ils vous demandent une rançon. Et c'est là où c'est la double peine, c'est que si vous ne payez pas la rançon, du coup, vous ne récupérez pas vos systèmes d'information, et en plus, si vous ne payez pas la rançon, ils vous menacent de divulguer
ces informations. Alors, la divulgation, c'est pas comme ça, hein, c'est souvent dans des systèmes de vente aux enchères. Alors, ça intéresse plus ou moins de monde finalement ces ventes aux enchères, mais on a vu sur des systèmes de vente aux enchères dans le dark web des montants d'enchères. Alors, est-ce que ça aboutit? Je ne saurais pas vous dire, mais ça se comptait en dizaines de millions d'euros. Et puis, excusez-moi, puisque vous m'en donnez l'opportunité, avec la ransomware, il y a aussi finalement une troisième punition pour beaucoup d'entreprises, c'est malheureusement la communication de crise qu'elles ne maîtrisent pas. Puisque dès lors qu'on sait qu'il y a une entreprise qui est victime d'un ransomware, donc non seulement elle doit se battre avec les pirates, elle doit se battre en interne pour établir son système, elle doit effectivement collaborer avec les autorités de justice et de police pour pouvoir mener les enquêtes et essayer d'imputer, voire d'attribuer, et voire même de participer à des arrestations. Mais en plus, il y a une perte de la communication d'entreprise puisque il y a malheureusement la presse, alors heureusement ou malheureusement, on est dans un pays très démocratique et c'est bien que ce soit ainsi, mais quelquefois pour l'entreprise, c'est vécu comme étant un peu une communication de crise qu'elle ne maîtrise plus parce que ça part sur Internet, ça part sur les réseaux sociaux, et là vous ne maîtrisez plus parce que c'est la surenchère, etc. Donc il y a un peu une triple peine finalement pour l'entreprise qui subit un ransomware. Ou une collectivité par ailleurs de la même façon, puisque ça entache un petit peu sa réputation, son sérieux et ses capacités d'ailleurs de rendre son service quand elle a une mission de service public. Je fais allusion à nos amis des hôpitaux pour lesquels j'ai beaucoup d'affection et avec lesquels je compatis beaucoup. Après, ces aspects grands événements, effectivement, dès qu'il y a quoi que ce soit, hein, un événement majeur, alors malheureusement la pandémie fait partie de ces grands événements. Vous avez vu les attaques contre l'agence du médicament européen, les tentatives de désinformation, de déstabilisation. Alors ça sert à qui? Là aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je n'en sais malheureusement strictement rien. Mais voilà, il y a une idée que peut-être c'est pour nourrir le complotisme autour du fait que les vaccins ne servent à rien, que les données ont été modifiées pour cacher que finalement dans les essais cliniques ça n'avait pas autant de succès, ou il y avait plus d'effets secondaires que ça en avait. Donc on voit bien que la pandémie par elle-même est un événement majeur mondial et que les cybercriminels l'utilisent aussi comme étant un vecteur de leurs actions malveillantes. Et forcément, quand on voit que les Jeux Olympiques ça brasse des milliards, c'est des milliards d'investissements, c'est des milliards de revenus potentiels face à ces investissements. Donc forcément, malheureusement, je dis forcément comme si c'était une fatalité, mais il faut en avoir conscience que effectivement les cybercriminels vont s'intéresser à cette partie-là et vont se dire il y a bien une petite partie de cet argent qui peut nous revenir et aujourd'hui le chantage, le data hostage, occlusif, on en parle déjà depuis très longtemps, depuis 2012 on parle du data hostage. Je me souviens, vous parliez de Jérôme Billois quand il avait évoqué à l'époque lors d'un panneau crime, alors c'était en 2012-2011, je me souviens plus très bien, mais quand il avait fait allusion au cas Sony Music, vous vous souvenez de ce cas retentissant aux États-Unis qui avait fait sortir le président Obama de son silence, qui avait fait une attribution, je crois. Il avait attribué l'attaque Sony Music à la Corée du Nord. Donc Sony Music, il y avait parmi tout ce qui leur est arrivé, il y avait ce chantage. C'est si vous ne payez pas des rançons, si vous ne sortez pas ou si vous renoncez à sortir un film qui n'était pas très élogieux pour la Corée du Nord, pour le gouvernement de la Corée du Nord, la politique de la Corée du Nord, c'était si vous sortez ce film-là, nous on va mettre sur le marché, entre guillemets, sur le dark web, sur des plateformes publiques, on va mettre l'ensemble de votre propriété intellectuelle, l'ensemble des déchets de Sony Music. C'est quelque chose qui existe comme c'est malheureusement vieux comme le monde. On faisait des prises d'otages dans des avions, on kidnappe des enfants, on kidnappe des personnalités politiques. Les gens qui ont de l'argent, souvenez-vous de l'affaire Empin dans les années 80 en France, on kidnappait des gens pour des gens qui avaient beaucoup d'argent et on se dit que les gens vont forcément payer, ils ont un intérêt à payer. Alors maintenant avec le vol de données et le chantage et la publication de ces données-là, c'est du pain béni malheureusement pour eux. Et tous les grands événements sont, y compris les événements les plus dramatiques, comme la pandémie, que je qualifierais pas de grand événement mondial, au sens où c'est la fête comme les Jeux Olympiques, comme une Coupe du Monde, comme une exposition universelle, comme je ne sais quoi, mais c'est malheureusement un centre d'intérêt pour les cybercriminels. Là où il y a de l'argent, il y a de l'intérêt pour tout le monde, et il y en a aussi malheureusement pour les cybercriminels, comme il y en avait dans le passé pour les criminels. Il y a toujours des criminels, des gens qui vont vendre des faux billets pour assister à un match de foot, à la finale du 100 mètres. Il y a toujours des gens qui vont devant le Stade de France, devant je ne sais quel stade olympique dans le monde, tenter d'arnaquer quelqu'un pour lui vendre un vrai faux billet et puis gagner quelques euros par-ci par-là. Bon, malheureusement, le cybercrime, c'est pas quelques euros, c'est plusieurs dizaines de milliers, de centaines. On parle de millions d'euros, ce qui fait tourner un petit peu la tête aussi de ces gens-là, très probablement. Alors, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, qui était évoqué par Jérôme Billois, c'est
En fait, le cloud est en plein développement depuis plusieurs années, mais aujourd'hui il prend une dimension, je dirais, importante. Et est-ce que vous ne pensez pas que les entreprises qui font appel à des opérateurs cloud et qui mettent donc leurs applications et ou leurs données sur le cloud ne se disent pas de manière un peu, je dirais, inconsciente, bien tout ça est sur le cloud, c'est l'opérateur qui va s'en charger, et donc moi j'ai plus grand chose à faire. Je suis en sécurité parce que c'est l'opérateur qui est là à la manœuvre. Est-ce que c'est pas un sentiment finalement de fausse sécurité qui s'installe, et est-ce qu'il n'y a pas à faire passer l'idée enfin la notion dont on parle de modèle de sécurité partagée, à savoir que quand une entreprise signe un contrat avec un opérateur cloud, eh bien il faut bien lire je dirais le contrat pour savoir qui fait quoi dans ce contrat. Alors, c'est déjà le cas, hein, pour rebondir sur ce point, sur le cloud computing, effectivement, alors aujourd'hui, le driver du cloud computing, c'est quand même l'agilité pour l'entreprise, c'est les coûts qui sont quand même réduits, c'est du coût total de propriété sur le matériel et le personnel. Il faut pas oublier le personnel informatique, qui est quand même relativement réduit, hein, faut quand même le voir. Donc le driver du cloud aujourd'hui, c'est pas la fonctionnalité nécessairement, encore que on le voit que le cloud a permis, alors c'est un peu paradoxal, mais a permis sans doute de maintenir une forme d'économie. Imaginons la pandémie avec les mêmes dispositions il y a 30 ans, c'était la fin de l'économie française mondiale, hein, concrètement. Donc grâce à ces technologies-là, dois-je dire, on a, et la mise en place d'un télétravail, certes des fois un petit peu anarchique, je le conçois bien, on a réussi à survivre. Alors, le contrat, depuis longtemps, quand on parle du cloud computing, bien sûr que l'opérateur. Alors le problème de l'opérateur du cloud, c'est que quand vous avez un opérateur mondial ou même territorial, je pense à des opérateurs français, c'est comment satisfaire les besoins de sécurité d'un hôpital, d'un opérateur d'importance vitale, pourquoi pas, puisqu'on a ces réglementations, ces exigences, de quelqu'un qui manipule des données à caractère personnel en quantité, et puis la PME qui n'a pas forcément même si on a tous des secrets, on a tous des contraintes de sécurité finalement par rapport à nos informations, mais comment à trouver un niveau de sécurité qui satisfasse tout le monde? En fait, l'opérateur trouve le plus petit dénominateur commun, et malheureusement, c'est un nivellement par le bas, mais c'est un nivellement qui se comprend et qui se conçoit bien. Après, les opérateurs de cloud, et je vous invite pour les adhérents du Clusif qui nous écoutent et ceux qui nous écouteraient, qui ne seraient pas encore adhérents, de rejoindre l'association pour pouvoir bénéficier des derniers livrables. On a fait un travail, je le qualifie de remarquable. Alors, c'est pas la modestie qui m'étouffe, je suis d'accord avec vous, mais c'est parce que c'est vrai, c'est un travail remarquable qui a été salué par notre communauté sur la sécurité intrinsèque à une offre de cloud computing qui est très utilisée dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, avec des éléments de sécurité apportés par l'opérateur, mais les éléments de sécurité apportés par un opérateur américain soumis à des exigences de réglementation extraterritoriale. Je ne rouvre pas le débat et peut-être des fois des débats qui peuvent faire polémique et on peut comprendre, mais du coup cet opérateur est pieds et poings liés par sa réglementation, donc il nous apporte des solutions de sécurité parce que son intérêt c'est de faire du business et c'est de nous protéger peut-être d'attaques informatiques dites collatérales ou externes. Après les attaques étatiques, notamment du sien, ça c'est entre guillemets, quand je dis attaque, le terme n'est peut-être pas forcément très approprié, mais ça fait partie de l'espace du paysage de la menace. Donc c'est bien l'entreprise qui va vers l'opérateur de cloud d'avoir un contrat dans lequel elle va pouvoir exiger ne serait-ce que des clauses assez simples sur la protection de la donnée, la mise en conformité ou tout du moins le respect de certaines conformités de l'opérateur. Donc ça c'est peut-être une partie visible de la sécurité, de s'assurer aussi de la réversibilité de la récupération de ces données, même si je suis toujours très dubitatif sur l'idée qu'on va pouvoir demain récupérer des téraoctets, peut-être demain des pentaoctets de données quand elles auront été externalisées à l'extérieur, comment les récupérer pour les transférer vers un autre opérateur. Et puis surtout de se tourner vers des solutions tierces, des solutions à la fois technologiques, de mise en œuvre de protection des identités, de protection des connexions, de protection des flux, ce que j'évoque, de protection du poste de travail, de l'intégration du poste de travail dans l'environnement du cloud. Donc d'avoir des éléments add-on qui vont permettre d'augmenter le niveau de sécurité et puis de ne pas oublier la sensibilisation de son personnel sur l'usage de ces technologies, dans quelles conditions on peut utiliser le cloud. Est-ce qu'on l'utilise depuis un ordinateur personnel? Probablement pas, pardon. Depuis son smartphone, si c'est un smartphone maîtrisé par l'entreprise, ça peut se concevoir. Un smartphone personnel,
on est d'accord qu'il y a biode, mais dans quelles conditions ça peut être accepté? Il faut qu'il y ait une réflexion qui soit menée, il faut qu'il y ait une compréhension des risques. Bon, je ne veux pas dire une analyse de risque parce que ça fait toujours un peu peur quand on sort l'analyse de risque. On a l'impression qu'on sort le Charles Leclerc pour aller tuer une araignée. Donc, mais pour autant, il faut faire cette introspection, si je puis dire, et de mesurer ce qu'on peut externaliser, de ce qu'on ne peut pas externaliser, et quelles sont les offres de services proposées par l'opérateur. Alors, mettre en compétition les opérateurs aujourd'hui, c'est compliqué parce que je rentre pas dans les différents services du cloud, mais quand il s'agit de l'hébergement sec ou de la valeur ajoutée avec des applications métiers, des applications des business process, as a service comme on commence à trouver, vous avez des fois du mal à les challenger et donc d'aller vers des solutions qui soient des solutions pour lesquelles vous avez une certaine forme de confiance. Alors, peut-être que derrière votre question, il y a aussi la question du cloud souverain. On attend beaucoup des annonces qui ont été faites. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure de façon, non pas ironique, mais en étant un peu critique, bien évidemment, de ce qu'on avait imaginé au cloud souverain. On a des entreprises qui sont aujourd'hui en France, de droit français, de capitaux français. Est-ce que ces entreprises vont le rester? On a vu les dernières annonces ces dernières semaines de petites pépites technologiques françaises qui finalement sont vendues ou se vendent, et je leur en fais pas le reproche, bien au contraire, c'est normal, c'est la loi du marché. Moi, je veux dire, si quelqu'un veut acheter exclusif 1 milliard, je lui vends. Bien évidemment, c'est pas possible parce que c'est une association, mais je veux dire que c'est la loi du marché. Donc, évoquer le cloud souverain à tour de bras en pensant qu'une entreprise de droit français est une entreprise souveraine, la souveraineté, c'est pas tout à fait la même chose. Il faudrait en rediscuter avec les services de Bercy, avec l'ANSSI, bien évidemment, avec le GDSN qui travaille sur ces sujets-là, pour qu'on définisse quelque chose, ce qu'est la souveraineté et comment peut-on maîtriser cette logique de souveraineté. Donc peut-être que le projet européen Gaiax va nous ouvrir des opportunités. Alors après, dans le projet européen, on voit des Américains commencer à arriver, donc bon, les uns sont critiques, les autres voient ça plutôt d'un bon œil. Moi, je pense que aller dans le cloud, comme le disait un de mes confrères de la DGSI, c'était aller dans le cloud. Avant, c'était plutôt non, c'est oui mais, et aujourd'hui, c'est plutôt aller dans le cloud, mais allez-y en conscience. C'est pas en confiance parce que vous avez un bon contrat ou que la Marie est belle à travers ce qu'elle nous présente, mais il faut y aller en toute connaissance de cause, en conscience, de savoir que effectivement, quand on dépose des données stratégiques d'une entreprise, d'une pépite technologique française, de quel que soit son secteur d'activité, dans un cloud qui peut demain être assujetti à des contraintes d'extraterritorialité américaine, par exemple, pour ne citer que ce pays-là, ou d'autres technologies. On en a parlé avec la 5G, avec tous les débats qu'il y a eu autour de la loi dite Huawei, etc. Donc, quand on s'adresse à des étrangers, il ne faut pas oublier qu'on est dans une compétition qui est quand même mondiale, qui va à un rythme effréné. Moi, je suis ancien militaire. Quand j'ai quitté la marine il y a 30 ans, je suis rentré à Alcatel pour faire de la R&D. Déjà à l'époque, nos ennemis n'étaient pas plutôt à l'ouest, mais plutôt très 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 à l'est, au-delà de l'empire du milieu, et on avait déjà cette sensibilité à cet espionnage. Alors cet espionnage, il est rendu d'autant plus facile et d'autant plus grand que on a maintenant nos données d'entreprise hébergées à l'extérieur. Je ne vais pas dire chez nos ennemis, mais presque. Et ça rejoint d'ailleurs un point que vous aviez évoqué tout à l'heure sur les ransomware et ce que j'évoquais sur l'exfiltration, parce que oui, dans les attaques de ransomware, il y a bien sûr ces groupes criminels qui, peut-être en premier rideau, veulent gagner de l'argent, mais ces gens-là travaillent pour d'autres groupes criminels, peut-être travaillent pour des entreprises, je sais pas, des États très probablement. Le président Macron l'a dit ouvertement hier. Et donc dans toutes ces attaques, dans ce bruit généré par ces attaques, c'était ce bruit assourdissant, pour reprendre cet oxymore, dans ce bruit assourdissant d'attaques, il y a effectivement très probablement dans ces groupes cybercriminels, des spécialistes de ce qu'on appelle le prépositionnement, c'est-à-dire que venir s'installer, profiter de ce bruit pour s'installer discrètement dans une entreprise, et puis après, quand la vague est passée, activer à distance ou avoir des systèmes de télémétrie pour venir récupérer de l'information dans l'entreprise qui a été sa victime. D'ailleurs, quand vous faites de l'attaque, quand vous faites de la contre-mesure à des attaques de ransomware, c'est une de nos préoccupations. C'est la préoccupation du RSSI qui met en branle et qui est le pilote de ce type d'action de gestion de crise. C'est à côté du DSI de remédier à la situation, mais la situation peut peut-être s'arrêter pour le DSI une fois que le système d'information est revenu à un mode de fonctionnement nominal, et tant mieux quand on y arrive dans un temps on peut espérer court pour l'entreprise, mais la préoccupation du RSSI, elle s'arrête pas là, elle va un petit peu au-delà, elle va dire mais
est-ce que finalement dans cette attaque, est-ce que ces attaquants, est-ce que ces cybercriminels, est-ce que ces criminels n'ont pas instrumentalisé une prochaine attaque, hein, ce que Lancy évoque comme étant dans le paysage de la menace un prépositionnement, pour demain revenir et exfiltrer discrètement, comme on en a entendu parler avec les fameux APT en 2013, qui sont passés un tout petit peu inaperçus avec l'affaire Snowden finalement, mais APT-1 qui avait été déjà évoqué par le Clusif à l'époque. Donc ces cyber-guerriers chinois, attribution que je ne fais pas, mais que je reprends de l'époque, de ce qu'on avait pu voir sur les sources ouvertes, de dire que ils s'étaient prépositionnés, ils avaient pu faire de l'exfiltration. On a parlé de gigaoctets, de téraoctets de données. Ok. Donc c'est un ensemble. L'ensemble de vos questions finalement sont liées les unes aux autres et il n'y a pas une réponse unique par silo. Finalement, c'est une réponse globale que nous devons apporter collectivement dans l'entreprise. La fonction sécurité, la fonction informatique, la direction générale par la compréhension de ce que ça représente et des enjeux. Bien évidemment, les services de l'État à côté, comme disait Lionel Jospin, qui ne peuvent pas tout, mais qui doivent prendre leur part du travail. Le président Macron on en a parlé hier. Je ne doute pas à ce instant que Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI, va continuer sur cette ligne-là, avec bien sûr les autres services de l'État. Je pense aux services de renseignement, je pense aux services de police et de justice, qui font un travail remarquable sur le terrain et qui font un travail remarquable auprès de l'écosystème, puisque c'est des gens avec lesquels nous, Clusif, travaillons, mais d'autres associations du domaine travaillent aussi régulièrement avec ces autorités pour nous aider à comprendre le phénomène et à lutter contre ces phénomènes qui ne sont plus des phénomènes émergents, comme le Clusif l'évoquait il y a de ça encore une dizaine d'années, qui sont des phénomènes malheureusement bien installés. Très bien. Écoutez, je crois que on pourrait certainement continuer à en parler pendant longtemps, et on aura l'occasion de refaire un point vraisemblablement, parce que de toute façon c'est un sujet qui va avec lequel il va falloir vivre. On a parlé de vivre avec la Covid, mais la Covid va disparaître, alors que la cybersécurité va rester un problème avec lequel il va falloir vivre. En tout cas, Jean-Marc Grémy, merci beaucoup pour ce tour extrêmement complet. Je vous en prie, ça a été un vrai plaisir. Au plaisir de vous retrouver dans un autre épisode. Et au plaisir de retrouver tous ceux qui veulent rejoindre le Clusif. Donc le clusif.fr, vous serez les bienvenus pour bénéficier des travaux et puis participer aux travaux en distanciel, malheureusement, tant que cette foutue pandémie existe. Merci à vous.